C'est bon, j'espère que vous m'entendez bien là. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie Dr Aslam et notre cher professeur, le modérateur, de m'avoir convié à être présent parmi vous dans ce premier congrès, que j'espère ne sera pas le dernier, ce sera le lancement d'une bonne initiative, parce que, comme vous savez, le diabète actuellement, c'est un grand problème de santé publique au Maroc. D'accord? Donc, je suppose qu'il n'y a personne actuellement au Maroc qui ne connaît pas au moins un diabétique dans l'entourage, s'il ne sera pas lui-même diabétique. D'accord? Donc, en termes de chiffres, le diabète, c'est une pandémie. Une pandémie, c'est-à-dire elle est présente un peu partout dans le monde. Dans notre région, on compte, nous, on est situé dans la région MENA, il n'y a pas de pointeur. D'accord. Donc, dans la région MENA, et on compte plus ou moins quelques 55 millions de diabétiques, et ce chiffre va doubler dans les prochains 20 à 25 ans. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Je pense que ça marche. Juste pour l'enregistrement. Le micro, c'est ainsi de la salle, d'accord. C'est bon, là, c'est bon, ils ont le pointeur, donc c'est bon. Donc c'est bon. Bon. Alors, comme ça, c'est bon? Non, c'est pas bon. Oui, c'est bon. Alors, dans notre région, là, c'est la région MENA, on compte actuellement quelques 55 millions de diabétiques. Donc, c'est plus que la population marocaine en termes de diabétiques. Et ce chiffre va doubler d'ici 2045, c'est-à-dire dans les 25 prochaines années. Plutôt, il reste plus que, au moins encore moins. Et c'est le même cas un peu partout dans le monde, avec des proportions variables, mais généralement, la proportion d'augmentation, c'est plus importante de les pays, ce qu'on considère les pays en voie de développement. Ce diabète s'associe d'une part à une mortalité qui est très, très, très importante. On compte quelques 300 millions de décès par an dans notre région par diabète, et surtout un coût de santé qui est vraiment énorme. Donc, c'est de l'ordre de 21 milliards de dollars dans notre région, et ça peut atteindre dans la région de l'Amérique du Nord quelques 377 milliards de dollars. Donc, c'est énorme comme prix. D'accord? Donc là, il y a le chiffre, il y a le coût de santé, il y a la mortalité, il y a tout pour définir un problème de santé publique. Le deuxième problème, c'est le sous-diagnostic. Généralement, on considère qu'un diabétique sur deux ne se connaît pas diabétique. C'est un patient qui ne se connaît pas diabétique, donc sous-diagnostiqué, non pris en charge. Et on sait tous que le diabète, c'est une maladie silencieuse. Donc, c'est une maladie qui va évoluer à bas bruit. Vivre avec 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, généralement, on ne sent rien, on est bien. Et c'est ça parmi les problèmes de la prise en charge du diabète, c'est ce caractère silencieux. Lorsqu'on a une angine, on part illico presto consulter, prendre un médicament, etc., parce que c'est de la fièvre en sang. Avec le diabète, ce n'est pas le cas. 2 grammes, je me sens bien, pourquoi je vais m'acharner? Mais les dégâts s'installent à bas bruit. Et le jour où on a un symptôme, c'est généralement une complication qui parle. Qu'est-ce qu'il en est au Maroc? Au Maroc, on compte actuellement, en 2015, on comptait 1 600 000 diabétiques. L'étude Stepwise de 2018, on considère qu'il y a quelques 2 millions de diabétiques en 2018-2019 au Maroc. Et en appliquant la règle d'un patient sur 2 est sous-diagnostiqué ou non diagnostiqué, il y a réellement quelques 4 millions de diabétiques au Maroc. Ce qui fait à peu près 10% de la population marocaine sont des patients diabétiques. Donc, un patient ou un Marocain sur 10 est diabétique, ce qui est vraiment très, très, très important. Ce chiffre concerne et les femmes et les hommes, que ce soit au milieu urbain, que ce soit au milieu rural. Donc, c'est un problème de tout le monde.
et l'augmentation, elle aussi. Donc, c'est vrai que la proportion d'augmentation de la population féminine, elle est un peu plus élevée, d'accord? On estime qu'il y aura une augmentation de 47% de diabétiques parmi les femmes. C'est dû plus ou moins au changement de mode de vie, donc la sédentarité qui est plus marquée dans la population féminine au Maroc. Et il y a cette augmentation qui concerne également le milieu rural. Et ça ne concerne pas uniquement le milieu urbain, d'accord? Parce que même au milieu rural au Maroc, il y a un changement de mode de vie, un changement de mode alimentaire. Ce qui occasionne donc une progression de ce fléau. Et comme un malheur ne vient jamais seul, donc on a 46% de nos patients diabétiques sont des patients qui ont une dyslipidémie. 80% presque sont des obèses avec un syndrome métabolique. La moitié sont des hypertendus. Et plus de 3/4 ont déjà une maladie cardiovasculaire avérée. D'où la nécessité d'une bonne prise en charge des patients diabétiques, une prise en charge qui doit être normalement non ce qu'on avait auparavant, une prise en charge concentrée sur l'équilibre de la glycémie. Il ne suffit pas d'avoir une glycémie correcte, mais il faut voir le patient en totalité avec tous ces facteurs de risque. Parce que généralement, un sujet diabétique, du moment qu'il est diabétique, il a forcément quelque chose derrière et quelque chose qui va accompagner ce diabète. Donc, classiquement, on dit que 90% des patients sont des diabétiques de type 2, 10% sont des diabétiques de type 1, ce qu'on appelait auparavant diabète insuline-dépendant, diabète non insuline-dépendant. Il faut bannir cette dénomination parce que l'histoire naturelle même de diabète de type 2, c'est une histoire naturelle où il y aura une réduction progressive du capital insulinique du patient. Et à un moment donné de l'évolution, on arrive à un stade d'insulinocarence. D'accord ? Il faut savoir retenir le chiffre. Une perte, ça commence par une insulinorésistance. Après, il y aura une perte du capital insulinique suite à l'hyperinsulinisme qu'on a, bien sûr, avec des facteurs génétiques, etc. Et on aura le diabète du moment qu'on a perdu plus de la moitié des cellules bêta. L'histoire naturelle veut que cette diminution va progresser. Après, c'est notre rôle, au moment du diagnostic, de ralentir la pente de réduction, la pente de perte de ce capital. Mais c'est quelque chose d'inéluctable du moment qu'on a toujours cette insulinorésistance et on n'a que la moitié qui doit assurer le surplus du travail, donc il y aura une dégénérescence. Donc le diabète, c'est une maladie évolutive. Une perte de plus lorsqu'on arrive à un chiffre de moins de 20%, de 10%, généralement, ce sont des patients qui ont besoin de l'insuline. Les antidiabétiques oraux seront plus suffisants. Raison pour laquelle on a banni cette dénomination de diabète insuline-dépendant, diabète non insuline-dépendant, parce qu'un diabétique de type 2, dans son évolution, aura besoin à un moment donné de l'insuline dans sa prise en charge. Mais à côté de ça, il y a d'autres types de diabète. Il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Il y a les diabètes secondaires, à plusieurs pathologies, on va voir par la suite. Et il y a le diabète héréditaire, type diabète maudit, diabète génétique, diabète néonatal, diabète mitochondrial, etc. Mais ça reste une proportion minoritaire et généralement, on n'a pas, notre professeur de biochimie va nous dire, on n'a pas le plateau technique nécessaire pour faire la part des choses entre les deux parce que ça mime soit un diabète de type 1, soit un diabète de type 2 généralement. Soit c'est un diabète qui va suivre l'évolution d'un diabète insulinorésistant, soit il va évoluer vers l'insulinocarence et généralement le traitement soit le même protocole que le type 2, soit le même protocole que le type 1 avec des particularités. Donc, la première question de se poser devant un patient qui est symptomatique ou qui vient pour une consultation avec une glycémie suite à un dextro qu'il a trouvé par exemple de 2, 1, 80, etc. est d'abord, est-ce un diabétique ou pas? Et là, les définitions sont claires. Il y a des critères pour définir le diabète. Une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 à 2 reprises, glycémie à n'importe quel moment de la journée qui est supérieure à 2 grammes, ou lors d'une HGPO qui est supérieure ou égale à 2 grammes, ou une hémoglobine glyquée qui est supérieure ou égale à 6,5. D'accord? Donc, 0,5 à 6,5. Donc, entre 5,7 et 6,4, on parle d'un prédiabète. Et là, la prise en charge, si c'est un profil de type 2, ça revient à la prise en charge d'un diabète de type 2, parce que c'est quelqu'un que s'il ne se prend pas en charge actuellement, dans les mois à venir, il va revenir avec un diabète. D'accord? Donc, la définition du prédiabète en termes d'hémoglobine glyquée, c'est entre 5,7% et 6,4%. Donc, les états prédiabétiques, il y a deux types d'états prédiabétiques. Il y a ce qu'on appelle
l'hyperglycémie. On va voir par la suite. L'hyperglycémie, je pense que j'ai un slide pour ça. Donc, non. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie à jeun ou l'intolérance aux hydrates de carbone. L'hyperglycémie à jeun, c'est une glycémie qui dépasse la limite supérieure de la normale du laboratoire, soit 1,05, 1,10 en fonction de la trousse de dosage, et qui arrive à 1,25. Entre ces deux-là, on parle d'une hyperglycémie à jeun. D'accord? Donc, le deuxième cas, deuxième situation, et c'est un prédiabète. Deuxième situation où on parle d'un prédiabète, c'est l'intolérance aux hydrates de carbone. C'est-à-dire une glycémie postprandiale qui est supérieure à la normale, et on considère la normale à 1,40 g 2 heures après le repas, d'accord? Mais qui n'atteint pas le seuil de diagnostic de diabète qui est de 2 g. Donc, entre 1,40 et 1,99 en postprandial, on est dans un prédiabète. D'accord? Avec l'hérédité, c'est quelqu'un qui va faire le diabète, donc c'est le moment de le prendre en charge au stade précoce. D'accord? Parce qu'il a déjà l'insulinorésistance, il a déjà tout pour faire le diabète. Bien sûr, alors, du moment qu'on a posé notre diagnostic positif, il faut procéder au typage. Déterminer ce patient-là, est-ce un type 1, est-ce un type 2, est-ce autre chose? C'est important de dénicher dans la pratique le type 1 parce que c'est une urgence à mettre de l'insuline, ce qui est capital. D'accord? Un type 1 chez qui on va mettre des antidiabétiques oraux pour essayer de l'équilibrer, 2 jours, 3 jours, une semaine après, il sera aux urgences lors d'une DAC sévère avec un pronostic vital qui est mis en jeu. Donc c'est important de distinguer le type 1 du type 2. Après, il y a un ensemble de critères que vous connaissez tous. Donc, parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc, généralement, le diabète du type 1, c'est un diabète dont le mécanisme il est auto-humain. Donc, généralement, ce sont des sujets jeunes, des sujets relativement maigres, n'ont pas un terrain métabolique, il n'y a pas d'obésité androïde, pas d'hérédité de diabète de type 2, et c'est quelque chose qui s'installe généralement brutalement. D'accord? Le type 2, par opposition, c'est un diabète qu'on disait auparavant, un diabète de sujets âgés, au-delà de 40 ans, avec un certain surpoids, syndrome métabolique, une obésité androïde, avec une hérédité. Mais ça, ce sont les cas classiques. Il faut savoir qu'on peut voir le diabète de type 2 chez des enfants de 14 ans, de 13 ans, de 12 ans, et on peut voir un diabète de type 1, ce qu'on appelle le diabète du type 1 lent, à 70 ans. D'accord? Mais ça, ce sont les cas borderline. D'accord? Donc, il y a les deux oppositions. Il faut rester sur le standard, et lorsqu'on a un doute, il y a des moyens pour chercher autre chose, d'accord? Et généralement, ce qu'on appelle le dosage des anticorps, qu'on connaît, donc les anticorps à type anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-ZNT8, sont des anticorps que, s'ils sont présents, ils orientent vers un diabète de type 1. D'accord? Un diabète de type 1. Du moment qu'on a l'anticorps positif, ça veut dire que le mécanisme auto-humain il est là et que soit c'est un diabète de type 1 typique, soit un diabète de type 1 lent. En fonction du seuil donné par le laboratoire. La positivité, oui, bien sûr. D'accord? Mais c'est un faisceau d'arguments. Donc, des fois, lorsqu'on n'a pas le tableau typique, lorsqu'on a le doute, de préférence, surtout si c'est un patient qui a plus un penchant vers un diabète de type 1, il y a la notion d'amaigrissement, il y a la notion de perte de poids, il y a un syndrome polylipidémique important. Ça veut dire tout simplement que soit c'est un diabète, dans le cas douteux, c'est un diabète de type 1 avec une destruction du cellules bêta, soit un diabète de type 2 qui a lentement évolué et qui a présenté les signes d'insulinecarence. Et là, ce n'est pas prudence, il faut le mettre sous une insulinothérapie basale. Au début, le temps de faire le typage. Et si on a un typage négatif et si on a plus d'arguments en faveur du type 2, on reprend, bien sûr, on retourne vers les antidiabétiques. Après, si c'est ni l'un ni l'autre, il faut penser aux autres. Les diabètes secondaires. Secondaires à quoi? Et puis secondaire à une pancréatopathie, pancréatite chronique, une tumeur de tête de pancréas. Lorsqu'on a quelqu'un clairement type 2 par exemple, avec une perte de poids importante, une altération importante de l'état général, il ne faut pas, sujet âgé, fumeur, etc., il faut penser au cancer de tête de pancréas. Il y a les causes médicamenteuses. Vous avez tous vu ça avec la pandémie du Covid, des patients qui ont mis sous corticoïdes. D'accord? L'hiatrogénicité liée au corticoïde, le corticoïde peut faire deux choses. Soit créer un authentique diabète cortisolique, soit révéler ou déséquilibrer un diabète qui était jusque-là méconnu. D'accord? Donc, bien sûr, il y a certaines endocrinopathies, la maladie de Cushing, l'acromégalie, les phéochromocytomes. Parce qu'en fait, si on revient un petit peu à la physiologie, il y a l'hormone hypoglycémiante qui est l'insuline, et il y a d'autres hormones de contre-régulation
à savoir le cortisol, l'hormone de croissance, les catécholamines, bon, les hormones thyroïdiennes, ça ne donne pas d'authentique diabète. Donc, le glucagon, d'accord, qui font augmenter un petit peu la glycémie en contrebalance à l'insuline. Un excès de production d'une de ces hormones-là va entraîner un diabète secondaire. Donc, lorsqu'on a un diabétique devant nous, il faut le regarder. Est-ce qu'il a des pommettes érythrosées? Est-ce qu'il a des vergetures qui peuvent nous orienter vers un Cushing? Donc, avec toute une prise en charge derrière. Il faut regarder en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des rides foncées? Est-ce que quelqu'un qui a changé de bas, qui a changé de pointure, un trait acromégaloïde? D'accord? Ça, généralement, ça évolue lentement et il suffit de regarder le patient et de bien le regarder. D'accord? Bien sûr, pourquoi prendre en charge le diabète? Prendre en charge le diabète, c'est tout simplement pour éviter des complications qui s'installent insidieusement, mais que ce sont des complications fatales. D'accord? Donc, comment s'installent sont les aléas d'un ce qu'on appelle le stress oxydatif et les vagues d'hyperglycémie, l'ambiance de l'hyperglycémie permanente avec les hyperglycémies postprandiales qui vont entraîner un état d'hyperglycémie ambiante avec un excès de produits de glycation avancé et les complications vasculaires parce que le diabète c'est une maladie vasculaire. Que ce soit la macrovascularisation, que ce soit la microvascularisation, ce qu'on appelle la macro ou la microangiopathie. L'hyperglycémie, elle est présente partout, donc les complications sont présentes également partout. On a des complications aiguës, ce qu'on appelle les complications métaboliques, l'acidocétose, l'hypoglycémie, chez les patients traités par insuline ou par sulfamide, c'est la première complication. Le coma hyperosmolaire ou l'hyperglycémie hyperosmolaire qu'on peut voir chez les patients diabétiques de type 2, généralement âgés. L'acidose lactique, il est vraiment exceptionnel et lié à la metformine utilisée dans un contexte de non-respect de contre-indications, de l'intérêt de respecter les contre-indications relatives et absolues de la metformine. Et puis, il y a les complications dégénératives, ce sont les complications macrovasculaires et microvasculaires. Il faut savoir que le diabète, c'est la première cause de cécité acquise de le monde, la première cause de mise sous dialyse au Maroc, la première cause des amputations non traumatiques des membres, la première cause de mortalité cardiovasculaire et des AVC. Et la sixième, entre la sixième et la septième cause de mortalité, toutes causes confondues, à travers le monde. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas de quelque chose qu'on peut laisser aller. 8% d'hémoglobine glyquée, ce n'est pas grave, il va s'équilibrer. 12%, il est bien, on le laisse tranquille. Non, parce que tôt ou tard, ça va le rattraper avec des dégâts qui sont malheureusement, s'ils ne sont pas fatals, ils sont très, très handicapantes. Après, on a vu que, vu tout ça, il faut bien prendre en charge ce diabète. Alors la question qu'on vous posez, c'est comment le prendre en charge? D'accord? Prendre en charge un diabète, il faut l'équilibrer. D'accord? Il faut l'équilibrer, il faut prendre en charge le patient en totalité, c'est-à-dire prendre ses facteurs. Pour l'équilibrer, il faut d'abord déterminer une cible. C'est quoi mon objectif? Comment je peux dire que ce patient il est équilibré? Alors, à votre avis, c'est quoi un patient diabétique équilibré pour vous? C'est-à-dire l'hémoglobine glyquée. Oui, c'est l'hémoglobine glyquée et je vise quoi? Et je vise quoi comme hémoglobine glyquée? Ça dépend du profil du patient. Voilà, ça dépend du profil du patient. Parce qu'auparavant, on disait un diabétique équilibré, c'est la 6,5% d'hémoglobine glyquée. Après, on a parlé de 7%. Mais en fait, non. Il faut s'adapter au profil de notre patient en fonction d'un certain nombre de paramètres. Premièrement, son état, ses capacités, l'état associé. Un patient, par exemple, en démence, en fin de vie, est-ce qu'on va viser le 7%? On tolère juste qu'il ne décompense pas, c'est-à-dire du moment qu'il a une glycémie qui ne dépasse pas les 2,5 g, on est content. Ce n'est pas le cas d'une femme enceinte ou d'une femme qui a un projet de grossesse. Là, on est exigeant. Là, on vise les 6,5. La grande majorité, c'est 7%. Un patient avec une cardiopathie ischémique, etc., c'est 7,5%. D'accord? Il faut être souple, il faut s'adapter au profil patient et ses capacités et ses moyens. Un sujet âgé, même s'il n'est pas militaire, parce qu'il faut savoir que lorsque je traite fort et j'approche l'équilibre, j'augmente le risque d'hypoglycémie. Un sujet qui a 70 ans, ostéoporotique ou pas, et qui fait une hypoglycémie et fait une chute, ça sera une fracture de col de fémur. Un sujet âgé qui ne bouge pas, c'est un sujet âgé qui meurt. Donc il faut prendre le patient en face et après
décider est-ce que je le traite bien, est-ce que je ne le traite pas bien. D'accord? Bien sûr, plus le patient il est plus il est âgé, plus il a des troubles mnésiques, des troubles neurologiques, plus il a de tard, plus on est laxiste en termes d'hémoglobine glyquée. L'inverse est également correct. Un sujet jeune, diabète récent, etc., on est exigeant, on a le droit et on le doit de l'être exigeant. Donc voilà ce qu'on vient de dire. Donc généralement, pour la plupart, c'est 7%, entre 7,1 et 8,5% en fonction de l'âge et des tares associés. Et en fin de vie, c'est surtout éviter les décompensations d'hyperglycémie et c'est tout. Alors, la première des choses à faire pour prendre en charge ce patient, c'est les mesures hygiéno-diététiques. On ne traite pas un diabète par les antidiabétiques. On ne traite pas un diabète par l'insuline. Un sujet diabétique, si on veut bien le traiter, on doit l'éduquer. D'accord? Donc, les mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique peuvent suffire à équilibrer un diabète. Les antidiabétiques ne sont jamais suffisants pour équilibrer un diabète. D'accord? Donc, lorsqu'on a devant nous un sujet diabétique, on ne prend pas une ordonnance, on prescrit de la metformine, un sulfamide, IDPP4, analogue GLP1, etc. Auparavant, avant de démarrer, voilà monsieur, vous êtes diabétique, voilà madame, vous êtes diabétique, et voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire un régime. Il faut faire de l'activité physique. Et ce n'est qu'en troisième lieu que je peux vous donner un traitement. Les traitements, je peux donner 2, 3, 1, faire marche arrière. Mais le régime est une constante du traitement. Le diabète, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui va durer toute une vie. Donc le diabète, c'est plus un style de vie qu'une maladie que le patient doit prendre en charge. D'accord? Donc l'éducation, on aura peut-être la chance dans d'autres événements d'en parler, mais c'est le pilier même de la prise en charge du sujet diabétique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on demande aux patients de faire un régime. Vous devez faire un régime pour équilibrer votre diabète. C'est quoi ce régime? Est-ce que manger de la pomme de terre et des carottes à la bouillotte, c'est un régime? Parce que généralement, le régime, c'est la majorité des cas des Marocains. D'accord? Prendre du thé et du café sans sucre et manger tout le reste, et je fais un bon régime, c'est pas ça. D'accord? Donc, mais ce qu'on fait en pratique, c'est ça. C'est qu'on dit aux patients, faites un bon régime, prenez ce médicament, vous serez bien. Et on a zappé l'éducation et on n'a pas montré c'est quoi le bon régime. D'accord? Un patient qu'on met sous insuline, voilà, prenez par exemple de la glargine, de la détémir, des unités le soir, par exemple. Mais comment s'injecter cette insuline? Je risque de faire l'hypoglycémie. C'est quoi les signes d'hypoglycémie? Et si je fais l'hypoglycémie, comment je dois réagir? Comment la famille doit réagir vis-à-vis de cette hypoglycémie? Si je ne fais pas ça, je n'ai pas fait le bon traitement de mon patient. D'accord? Donc, il faut prendre du temps à éduquer le patient. Le pied diabétique, par exemple, c'est une complication redoutable. Une plaie du pied diabétique, ça prend 3 à 6 mois pour cicatriser. Ça a la chance de cicatriser, sinon c'est l'amputation. Chose qu'on peut éviter avec quelques messages simples. Ne pas marcher pieds nus. Ne pas couper les ongles, juste les limer. Prendre des chaussures, une pointure de plus. Prendre les chaussures le soir, pas le matin, parce que le soir, c'est là les pieds sont gonflés. Si je chausse 41 le soir, je peux chausser 42. Donc si je prends 41 le matin, le soir, ça sera serré. J'ai de la neuropathie diabétique, je ne sens rien. Je peux me blesser. Vous voyez? Donc ce sont des messages simples, parfois banals. Ne pas marcher pieds nus. Éviter de mettre le pied directement dans l'eau chaude. On a eu un patient, un conducteur, qui s'est fait amputer de 2 pieds, conducteur, 45 ans, ils sont amputés de 2 pieds. Pourquoi? Parce qu'il a de la neuropathie diabétique, on ne sent rien. Il a mis directement les pieds dans l'eau bouillante. Il n'a rien senti. Et après, c'est les pieds qui sont dénudés et l'infection, bien sûr, à coup sûr. On l'a hospitalisé presque 2 mois, on a tout essayé, mais ça n'a rien donné. Donc, c'est un message simple. Jamais mettre le pied directement dans l'eau chaude. Touchez d'abord avec la main ou avec un thermomètre pour s'assurer. D'accord? Et ça, c'est ça l'éducation thérapeutique des patients diabétiques. C'est la base même du traitement d'un sujet diabétique. D'accord? Et puis, il y a les traitements.
On a un arsenal thérapeutique qui est très varié et qui ne cesse d'être amélioré. L'insuline, en 1921, a été découverte et c'était la révolution parce que en 1920 et avant, diabète type 1, maladie mortelle. Ce qu'on appelait la maladie de la laine cétonique. La maladie de la laine cétonique. C'était une maladie mortelle en 2 à 3 semaines, pas plus. Du moment qu'elle a cette maladie, c'est la tombe et on attend. D'accord? Donc 1921, c'est l'insuline. Elle a changé radicalement la prise en charge, suivi de ces familles de 1945. Et puis la molécule qu'on nomme la molécule miracle, c'est la metformine, qui a plus de 60 ans. Et puis il y a toute une panoplie qu'on va passer en revue de médicaments qui sont plus innovants et approchent plus ou moins cette approche globale de prise en charge des patients diabétiques et pas uniquement la prise en charge de la glycémie. Alors, devant cet arsenal thérapeutique-là, comment choisir? Donc, un antidiabétique, c'est quelque chose qui doit assurer, qui doit répondre à ces critères. Une efficacité, bien sûr, sur la glycémie, mais pas seulement. Une protection cardiovasculaire, ou au moins une sécurité cardiovasculaire. Une neutralité pondérale, voire même une perte de poids, parce qu'un sujet diabétique de type 2, obèse, il doit perdre du poids. Pas de risque ou peu de risque d'hypoglycémie. Durabilité de l'effet, parce que c'est une maladie évolutive, c'est une maladie chronique. Et un minimum d'effets secondaires. Et puis, on a plusieurs antidiabétiques, plusieurs mécanismes d'action. Généralement, la metformine, on considérait que c'était le seul médicament qui agit sur la physiopathologie même du diabète, c'est-à-dire le seul médicament qui agit sur l'insulino-résistance. C'est l'avantage même de la metformine, d'accord? La plupart des antidiabétiques qu'on a sont des insulinosécrétagogues, qui agissent au niveau des cellules bêta et des cellules de Langerhans et stimulent la sécrétion de l'insuline. Les sulfamides, les répaglinides, les glinides, c'est une sécrétion continue. Les nouvelles thérapeutiques, c'est une sécrétion plus ou moins modérée, postprandiale, donc moins de risque d'hypoglycémie. Il y a la toute dernière classe qui fait parler d'elle beaucoup actuellement, c'est les inhibiteurs de la SGLT2 qui agissent au niveau des reins, au niveau de l'excrétion urinaire de glucose. D'accord? Donc, la metformine, c'est une vieille molécule, bien sûr, elle date de 60 ans, mais elle est toujours d'actualité. D'accord? Donc, c'est une molécule qu'on doit garder, qu'on doit prescrire chez tous les diabétiques de type 2. D'accord? Et elle garde sa place dans toutes les recommandations, y compris la recommandation de 2022. Donc, mesures hygiéno-diététiques, activité physique, metformine, et après, on va voir ce qui se passe derrière. Bien sûr, il faut respecter les indications et les contre-indications, notamment la fonction rénale. Elle est contre-indiquée lorsque j'ai un débit de filtration glomérulaire moins de 30. Normalement, on ne doit pas dépasser 1 gramme lorsque c'est entre 30 et 45, 2 grammes entre 45 et 60, et on peut arriver jusqu'à 3 grammes si la fonction rénale est correcte, c'est-à-dire au-delà de 60. D'accord? Elle est contre-indiquée en cas d'injection de produits de contraste iodé, on doit l'arrêter quelques 24-48 heures avant, reprendre 24-48 après, parce que l'injection de produits de contraste iodé, ça occasionne une insuffisance rénale fonctionnelle qui peut engendrer des dégâts. Elle est contre-indiquée dans les grandes insuffisances, insuffisance respiratoire, cardiaque, hépatique, hépatocellulaire avancée. D'accord? Oui. Pour la metformine, vous avez dit qu'il faut l'arrêter 48 heures avant. Normalement, si on a J'ai parlé à une radiologue, elle m'a dit non, ça laisse. Normalement, ça dépend de la fonction rénale. Du moment qu'on a une idée claire et précise sur la fonction rénale du patient, là, c'est le sujet des litiges. Pour certains, il suffit de l'arrêter le jour même et de la reprendre 48 heures après, si j'ai une bonne fonction rénale. Pour d'autres, Donc il faut l'arrêter. idéalement, lorsque j'ai une injection de produits de contraste iodé, il vaut mieux l'arrêter. C'est le même cas en cas de chirurgie, c'est le même cas pour minimiser le risque d'effets secondaires. D'accord? Parce qu'on ne sait pas comment le patient va évoluer, mais idéalement, il faut l'arrêter au moins le jour même de la prescription, de la réalisation du geste, et de la reprendre quelques 48 heures après. Et pour les diabétiques, pendant les 48 heures, il faut le mettre sous insuline. Pas forcément. La metformine, ça dépend ce qu'il a comme traitement, ça dépend de son niveau d'équilibre. D'accord? S'il a par exemple une bithérapie ou une trithérapie, je fais une pause momentanée sur la metformine, mais j'ai les inhibiteurs de DPP4, j'ai les sulfamides, j'ai pas mal de trucs. D'accord? S'il est bien équilibré, on peut l'arrêter quelques 24 heures, 48 heures, ça ne dérange pas. Ce n'était pas l'avis de la radiologue. Ça, c'est pas quelque chose de consensuel. Il y a toujours des litiges entre les radiologues, les néphrologues, les endocrinologues en termes.
Sur ce point-là, on est en accord avec les néphrologues. Sur d'autres points, par exemple, lorsque je vous dis, par exemple, le 30 de DFG, les néphrologues peuvent vous dire que je peux la garder même si le débit de filtration il est un peu plus bas. D'accord? Mais du moment qu'il y a un risque d'aggravation de fonction rénale, et c'est un risque qu'on ne contrôle pas, il vaut mieux l'arrêter. Même si la fonction rénale est correcte. Si la fonction rénale elle est correcte, d'accord, on peut arrêter le jour même. Si la fonction rénale elle est altérée, il faut encore plus arrêter, faire une hydratation parce que si j'ai la fonction rénale elle est altérée, même le produit de contrastiodé pose un problème d'indication. DFG supérieur à 60. DFG supérieur à 60, idéalement pour moi, l'arrêter le jour même, d'accord, et la reprendre quelques 24 à 48 heures après. Donc, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, écoutez, les traitements, là c'est un autre chapitre, c'est le traitement médicamenteux de l'obésité. Il faut savoir que la metformine, elle n'a pas un effet sur la perte de poids. Et là, dans les études, il a une neutralité pondérale, c'est-à-dire elle ne fait pas grossir. D'accord? Des gens la prennent pour un coupe-faim. Mais ça, c'est hors AMM. D'accord? Et il ne figure jamais dans les traitements de l'obésité. On la prescrit lorsque le sujet obèse a des stigmates d'insulinorésistance. S'il est diabétique, s'il est en prédiabète, on a la metformine retard. Mais ce n'est pas un traitement de l'obésité. Si vous voulez traiter l'obésité, non, normalement, on oublie ça. Il y a des thérapeutiques, bon, on aura bientôt les analogues de GLP-1 dédiés à l'obésité. On a actuellement, par exemple, le Victoza, mais le Victoza, c'est un traitement de diabète, d'accord? Mais on aura prochainement ce qu'on appelle la Saxenda, on n'est pas encore sur le Maroc. C'est la liraglutide avec des doses supérieures, et c'est un traitement dédié à l'obésité. Il y a des injections flamériques. C'est ça, c'est la Saxenda. C'est la Saxenda. Une injection tous les 3 mois, je crois. Non, ce n'est pas une injection tous les 3 mois, c'est une injection quotidienne. Oui, injection quotidienne. C'est la même chose que Victoza, c'est la liraglutide, c'est le dosage qui diffère. La liraglutide de Victoza, il est entre 0,6, 1,2 et 1,8. Le Saxenda, il est dosé à 3 mg. D'accord? 3 mg. Alors, si le sujet il a 1,12 de la glycémie, et l'INSEE à 31 ou à 30, la metformine, Je prescris le régime. Je peux prescrire la metformine retard. En prédiabète, la metformine retard, ce qu'on appelle, parce qu'il est prédiabétique, on a l'AMM de prescrire la metformine, d'accord? Mais il faut savoir que la metformine, sur un plan scientifique, ne fait pas perdre du poids. La metformine, elle a une neutralité pondérale, donc ce n'est pas un traitement de l'obésité, c'est un traitement de l'insulinorésistance, d'accord? Il faut savoir que le traitement de l'obésité, c'est surtout les mesures génétiques. Les thérapeutiques même qui sont dédiées au traitement de l'obésité, la perte pondérale, ce n'est pas une perte pondérale sur les études très importante. On parle d'une perte pondérale de 4 kg, de 5 kg, de 6 kg pour le Saxenda, d'accord? Quelqu'un qui pèse 130 kg, c'est le régime, c'est l'apport calorique qu'on doit réduire, c'est autre chose, d'accord? Donc, puis il y a cette classe-là qu'on peut la mettre un petit peu à l'écart, c'est les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase, il inhibe l'absorption intestinale du glucose. Il a pas d'hypoglycémie, peu coûteuse, mais c'est un traitement qui est très peu efficace sur la réduction de la glycémie. C'est un traitement qu'on préfère pour les hypoglycémies fonctionnelles qu'on peut voir chez les sujets diabétiques en phase initiale, les gens qui font de l'hypoglycémie après les repas, et que même avec les mesures génétiques, ils continuent à le faire, on peut donner les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase. Mais comme traitement de diabète, c'est vraiment assez peu efficace. Les sulfamides hypoglycémiants, il y en a beaucoup, les glyclysides, les glimépérides, le glycédone de cours de rédaction, la glibenclamide, sont des médicaments qui sont efficaces, oui, et permettent une bonne réduction de l'hémoglobine glyquée, 1,5 voire plus, qui est bien connu, ancien, peu coûteux, mais il a l'inconvénient en plus de l'hypoglycémie, parce qu'il entraîne une insulinosécrétion continue, non régulée par la glycémie, et surtout le risque de la prise du poids, puisqu'il entraîne un état d'hyperinsulinisme, donc il y a une prise pondérale. Et en parlant, il y a ce sujet de l'étude, c'est la durabilité de l'effet dans le temps.
Donc, la répaglinite, les glinides sont des apparentés aux sulfamides, d'accord, de courte durée d'action. Le même mécanisme d'action, mais il agit sur un autre récepteur. C'est surtout pour décapiter les hyperglycémies postprandiales. Le coût, bien sûr, il est faible, mais les mêmes complications que les sulfamides, à savoir les hypoglycémies et la prise de poids. La classe qu'on parlait récente, mais actuellement il est assez ancien, c'est la classe des incrétines. Alors, c'est quoi un effet incrétine? C'est simplement, on a constaté que l'insulinosécrétion, lorsque on donne la même charge glucidique par voie orale ou par voie veineuse, l'insulinosécrétion, lorsque la charge est apportée par voie orale, elle est plus importante. Ce delta, c'est ce qu'on appelle l'effet incrétine. On a cherché pourquoi. Donc, on a trouvé qu'au niveau de l'intestin, particulièrement au niveau du duodénum, il y a une sécrétion de certaines hormones qu'on appelle les incrétines, c'est le GLP1 et le GPP. Cette hormone sécrétée en postprandial, il va agir au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans, il va stimuler une sécrétion de l'insuline en postprandial immédiat. D'accord? C'est ce qu'on appelle cet effet. Et de là, on a élaboré 2 classes thérapeutiques. Parce que ce GLP1 ou ce GPP, il est dégradé par une enzyme, ce qu'on appelle la dipeptidyle peptidase 4. D'accord? Donc, les 2 classes qu'on a créées, soit c'est un analogue direct de ce GLP1, soit c'est un inhibiteur de l'enzyme qui la dégrade, c'est-à-dire un inhibiteur de DPP4. Donc, les inhibiteurs de la DPP4, le mode d'action, il agit bien sûr sur une insulinosécrétion préférentiellement en postprandial, et en plus, ils ont un certain effet sur la sensation de satiété. Ils ont un effet plus ou moins coupe-faim. Et c'est plus important avec les analogues qu'avec les inhibiteurs de DPP4. Les analogues actuellement sont des injectables. Il y aura quelque chose de voie orale en cours de développement et on va voir. Bien sûr, ils ont d'autres effets prouvés sur les études, c'est la sécurité cardiovasculaire, la protection cardiovasculaire pour les analogues de GLP1 et j'en passe. Donc pour les inhibiteurs de la DPP4, les avantages qu'on a dit, c'est un traitement bien sûr oral. Il a une neutralité pondérale, il ne fait pas grossir, mais il ne faut pas perdre du poids. Peu de risque ou pas de risque d'hypoglycémie parce qu'il stimule l'insulinosécrétion juste en postprandial. L'insulinosécrétion est stimulée par l'arrivée des bols alimentaires. La sécurité cardiovasculaire pour la plupart parce qu'elle est exigée et peu d'effets secondaires connus. L'inconvénient qu'on a, c'est surtout l'inconvénient du coût. Parce que ça reste quand même assez cher pour les rembourser pour la plupart, oui, mais ça reste assez cher. Bien sûr, pas de perte de poids, c'est une neutralité pondérale par opposition aux analogues. Et l'existence de non-répondeurs, il y a des gens qui réagissent mal aux inhibiteurs de la DPP4. Chez le sujet diabétique, la sécrétion endogène de ces incrétines de GLP1, elle est un peu réduite par rapport au sujet normal. Donc, logiquement, si on arrive à donner ce GLP1 directement, l'efficacité sera supérieure, chose que les industriels ont développée, et ce qu'on appelle les analogues de GLP1. Actuellement, au Maroc, on a les 2. On a la liraglutide, ce qu'on appelle Victoza, et on a la dilaglutide, ce qu'on appelle la trulicity, ou une injection hebdomadaire. C'est une injection par semaine. Il y aura la sémaglutide prochainement en cours de développement. C'est le premier GLP1 analogue qui sera développé par voie orale. Donc les avantages, bien sûr, ils ont l'efficacité, ils font une réduction importante de l'hémoglobine glyquée, et là, ils permettent une certaine perte pondérale, d'accord, de l'ordre de 4 kg en moyen. Bien sûr, ça dépend du poids de départ. Pas d'hypoglycémie et pas de titration généralement. Il y a une dose fixe. Pour la Victoza, on commence par 0,6 pour initiation, 1,2 c'est la dose moyenne, 1,8 la dose maximale. Pour la dilaglutide, c'est 1,5, une dose standard, une injection par semaine. Si le patient tolère mal, on peut donner le 0,75. Le problème, c'est un problème de coût. C'est 1100 dirhams par mois, presque 1200, 1100 dirhams et quelques par mois, en dose moyenne. Si on donne, oui, c'est assez cher. Dilaglutide non remboursable. La Victoza vient d'être remboursée pour certains organismes mutualistes. La CNOP, c'est mutuelle départ. La CNSS, je pense que c'est remboursé par la mode, donc en principe même la CNSS. Le problème, c'est le coût élevé, les nausées fréquentes, ce sont initialement les 2 premiers mois, raison pour laquelle on démarre doucement le traitement, mais lorsque le patient est répondeur, c'est vraiment très, très, très efficace. La véritable indication du Victoza,
On va voir les indications par la suite selon les recommandations, mais actuellement, si on veut suivre les recommandations, la tendance actuelle, c'est la metformine, les analogues de GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2 qui sont les plus présents dans les recommandations actuelles. On va voir par la suite. La dernière classe qui est innovante dans son mécanisme d'action et dans ses effets actuellement, c'est la classe la plus prometteuse dans l'avenir, c'est les inhibiteurs de la SGLT2. Les antidiabétiques agissent tous au niveau du pancréas, par l'insulinosécrétion majoritairement. Les inhibiteurs de la SGLT2, ils agissent au niveau des reins. Le glucose filtré, normalement, il est réabsorbé au niveau du tube rénal par deux types de cotransporteurs de sodium-glucose, SGLT1 qui est minoritaire de l'ordre de 10% et le SGLT2 qui est majoritaire de 90%. Ces inhibiteurs bloquent ce SGLT2, donc ils entraînent une fuite urinaire de glucose et de sodium. Et de là, les effets sur la glycémie par perte de charge glucidique, des effets sur le poids parce qu'on perd de l'énergie, des effets sur la tension artérielle parce qu'on perd du sodium, des effets sur le rein et sur le cœur, et sont des traitements dont les études ont révélé un effet cardioprotecteur et néphroprotecteur. Et là, c'est le sujet de débat et tout le monde en parle. Les cardiologues les prescrivent comme un traitement de l'insuffisance cardiaque. Les néphrologues le prescrivent comme un traitement de néphroprotection parce que ce sont des médicaments dont les études ont prouvé une efficacité supérieure, même aux ARA2, même aux bêta-bloquants. D'accord ? Donc, mais ça reste actuellement sur l'AMM un traitement du diabète et avec des limites, surtout la fonction rénale. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, elles permettent d'améliorer l'équilibre glycémique, une certaine réduction de la pression artérielle, une certaine réduction du risque d'AVC, du risque d'infarctus du myocarde, une bonne prise en charge de l'insuffisance cardiaque et donc un effet sur la NASH, sur la stéatose hépatique et une amélioration de la maladie rénale chronique. Donc, c'est un médicament qu'on va dire qui est le plus prometteur actuellement sur le marché, mais l'inconvénient, c'est un traitement qui est récent, donc on a peu de recul et il n'est pas dénué de risques, notamment les infections urinaires et génitales, puisque ça occasionne une glucosurie, d'accord. Le risque de l'acidocétose, surtout chez les patients en insulinocarence, un diabète qui est très déséquilibré. Et il y a une forme particulière qu'on appelle l'acidocétose euglycémique, un patient avec des glycémies correctes et qui font une authentique DAC par sécrétion de glucagon. Le risque de déshydratation, le risque des amputations des orteils, c'est un risque qui a été soulevé par une molécule en particulier qu'on n'a pas encore au Maroc. Au Maroc, on a l'empagliflozine, la Jardiance, et on a la dapagliflozine, la Forxiga. L'amputation a été révélée par une... Oui? Le risque de l'amputation, on a parlé avec une molécule qu'on appelle la canagliflozine, mais après on a parlé que ce risque n'est pas un risque vraiment très important, et on suppose qu'il est lié à un sujet diabétique qui a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, avec une mauvaise vascularisation distale, et c'est un médicament qui entraîne une certaine déshydratation. Donc on suppose que le fait qu'il y ait déshydratation et hypovolémie, il y aura une hypoperfusion distale, ce qui risque de majorer le risque d'amputation des orteils. Et puis le coût, ça coûte quelques 550 dirhams la boîte, le mois de traitement, donc et ne pas encore remboursé. Voilà, et non remboursé. Après, les antidiabétiques, il faut les adapter en fonction de la fonction rénale. Donc généralement, il faut prendre l'habitude lorsque je demande un bilan pour un diabétique, hémoglobine glyquée, glycémie, mais surtout créatinine pour calculer le débit de filtration glomérulaire, parce que la plupart des antidiabétiques doivent être adaptés en fonction de la fonction rénale, et la majorité sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30. Il y a certaines exceptions. La liraglutide, on tolère jusqu'à 15. L'inagliptine, le Tradjenta, qui est un inhibiteur de DPP4, on tolère jusqu'à 15, voire moins. Dans les sulfamides, il y a la ripaglinide et le glucudon, qui est un sulfamide de cours de rédaction qu'on peut, parce qu'ils ont un métabolisme hépatique, donc on peut le garder jusqu'à insuffisance rénale terminale, mais avec risque généralement. Oui. Normalement, le ripaglinide, on peut le garder même en insuffisance rénale terminale. D'accord? Normalement. Mais il faut faire attention au risque d'hypoglycémie. Donc, on a une panoplie de médicaments antidiabétiques. Donc, comment choisir? Il faut répondre à ce qu'on a dit initialement, l'efficacité, la sécurité, les effets secondaires, l'effet sur le poids, etc. Et là,
il y a plusieurs recommandations. On va revoir les recommandations, les dernières recommandations de l'ADA 2022. Et là, comme toujours, on a toujours les mesures génodiététiques et la metformine en premier lieu. Après, si l'hémoglobine glyquée n'a pas atteint son objectif, on va classer les patients en fonction de ce qu'ils ont. Est-ce que c'est un patient avec une maladie coronarienne ou une maladie cardiovasculaire? Est-ce que c'est un patient avec une insuffisance rénale chronique ou une maladie rénale? Est-ce un patient avec une insuffisance cardiaque? Est-ce un patient chez qui on vise une perte pondérale? Est-ce qu'un patient qui est diminué, un diabétique, mais qui est diminué, qui a besoin d'un problème de cou? Donc, à part la dernière, on va voir que pour la majorité, en deuxième intention, on a soit le GLP-1 analogue dans les patients avec une maladie athérosclérotique ou les inhibiteurs de la SGLT2 pour les patients avec une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne ou une maladie rénale diabétique. En cas d'échec thérapeutique, en cas, si l'objectif, ce n'est pas un échec, mais si l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, on intensifie avec l'autre. D'accord? Et si ce n'est encore pas le cas, on peut rajouter soit un inhibiteur de DPP4, soit un sulfamide. Lorsqu'il s'agit de risque d'hypoglycémie, les thérapeutiques qui sont moins pourvoyeuses d'hypoglycémie, c'est les inhibiteurs de la SGLT2, les analogues de GLP-1 et les inhibiteurs de DPP4. Lorsqu'il s'agit d'un patient diabétique obèse, c'est surtout les analogues de la GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2 qui ont prouvé une perte pondérale. Lorsqu'il s'agit de coûts de traitement, on a les sulfamides, on a les glinides, puis les inhibiteurs de DPP4, puis les inhibiteurs de la SGLT2 et puis les analogues de GLP-1. Et puis, l'insuline, c'est juste pour parler de ce qu'on a au Maroc sans rentrer dans les détails. Donc, l'insuline a été découverte depuis 1921 et depuis, il y a une panoplie de types d'insuline, ce qu'on appelle les insulines humaines. Il y a les insulines analogues. Les insulines humaines, vous connaissez tous, la semi-lente, l'MPH, la rapide, l'acte rapide et les mélanges, la Mixtar ou l'Imuline Mix 30, etc. Les inconvénients de l'insuline humaine, c'est surtout, premièrement, le délai d'action qui est retardé. 30 minutes pour l'acte rapide jusqu'à 1h30 pour l'MPH. Deuxième problème, c'est la cinétique d'action, parce qu'ils ont un pic très important, donc plus de risque d'hypoglycémie. Lorsque je donne de la Mix 30, j'aurai deux pics. Un pic à 1h, 1h30 de la rapide et un pic à 3 heures de la MPH. Donc, j'aurai deux risques d'hypoglycémie, surtout pour l'injection du soir. C'est surtout ça l'inconvénient. Et puis, la durée d'action de la rapide, de l'acte rapide, elle est de 5 à 8 heures. Donc, c'est une durée d'action prolongée, encore plus sur le patient d'insuffisance rénale. D'accord? Raison pour laquelle on a plus tendance à préférer les analogues. Dans les analogues, on a plusieurs types. Il y a les analogues rapides, donc ce qu'on appelle à courte durée d'action, donc 3 à 5 heures. Et on a les basales, les insulines basales. Ancienne génération, ce qu'on appelle la glargine, la Lantus ou la Détémir, qui ont une durée d'action qui avoisine les 21-22 heures. Il y a les basales de deuxième génération, ce qu'on appelle la U300, la Tougeo. C'est la même chose que la glargine, mais en plus concentré. Cette concentration a fait qu'il y aura plus de stabilité d'effet et une prolongation de la durée d'action qui dépasse actuellement les 25 heures, donc moins d'effet d'échappement. Et puis, il y a l'insuline dégludec, la Risudec en mélange ou le Tresiban, ce qu'on a en forme basale seule, qui ont une durée d'action prolongée qui dépasse les 40 heures. Donc, en conclusion, le diabète de type 2, c'est un problème de santé publique au Maroc. Donc, il faut dire que chaque patient est unique. Il n'y a pas un bon traitement pour le diabète. Il n'y a pas un bon antidiabétique et un mauvais antidiabétique. Il y a autant de diabète que de patients diabétiques. Et pour chaque patient, il y a un profil particulier et il y a un traitement particulier qui doit s'adapter aux exigences du patient, son état, ses moyens. Le meilleur des traitements, s'il n'est pas pris, il ne sera pas jamais efficace. D'accord? Et puis, le terrain du patient. Si j'ai un patient avec une insuffisance cardiaque, une maladie cardiaque, il y a certains traitements qui ont une efficacité, qui ont un plus pour ce patient-là, d'autres non. Et puis, la prise en charge du patient diabétique doit être une prise en charge globale. On ne reste pas focalisé sur atteindre un objectif d'hémoglobine glyquée, mais il faut prendre le patient en sa globalité. S'il est hypertendu, je dois le prendre en charge. S'il est dyslipidémique, je dois le prendre en charge. S'il est insuffisant rénal, je dois faire attention à comment je traite. Donc, je dois voir le patient
en totalité, ce n'est pas avoir une hémoglobine glyquée à 7 ou à 6,5 que j'ai bien fait mon travail. D'accord? Donc, c'est une prise en charge globale. On traite un patient, bien sûr, on ne traite pas un diabète. Et merci pour votre attention et à vous les questions. Je vous remercie, docteur. Merci. Pour cette présentation qui a englobé et qui a fait le tour de la question. Et je passe la parole à la présente. Si vous avez des questions, des questions. Oui. Alors, j'ai une question concernant le diabète de type 1. Le diabète de type 1. S'il y a une greffe de pancréas, est-ce que le diabète va disparaître? Bon, dans les thérapeutiques de diabète de type 1, il n'y a pas la greffe du pancréas, soi-disant, parce que généralement, lorsque j'ai des anticorps, ce sont des anticorps qui sont destinés pour la destruction de certaines cellules bêta. D'accord? Les anticorps ne sont pas produits par le pancréas, j'ai un autre pancréas et sera attaqué encore plus parce que c'est un corps exogène. Donc, ce qu'on avait tenté comme thérapeutique, à part tout ce qui est instrumental, les pompes à insuline, etc., il y avait deux choses. La greffe des îlots. La greffe des îlots, c'est de l'ordre de l'essai thérapeutique, soit une greffe intrahépatique par la veine porte, généralement, c'est ce qui est fait, surtout en Belgique, mais ça reste limité pour des patients qui ont un diabète très instable et un diabète qui n'est pas contrôlé même avec une pompe à insuline. D'accord. L'efficacité, elle est limitée dans le temps dans les essais cliniques qu'ils ont faits. D'accord. C'est une efficacité qui reste limitée dans le temps et ils ont constaté un certain équilibre pendant un certain temps et puis il y aura un certain échappement. Parce que comme je vous ai dit, le mécanisme auto-humain, il est toujours là. Donc du moment qu'on reconnaisse un récepteur de la cellule bêta comme corps exogène, il sera attaqué du moment qu'il est présent. D'accord? C'est ça la problématique. Donc est-ce qu'on donne des immunosuppresseurs en parallèle? Les immunosuppresseurs, ce n'est pas un traitement anodin, etc. Il y avait des essais thérapeutiques actuellement, ce qu'on appelle donc les greffes de cellules souches, toujours de l'ordre de l'essai clinique, la phase animale actuellement, je pense qu'on parlait aux États-Unis d'un premier essai humain, mais ça reste toujours de l'essai clinique. D'accord? On parlait de transfert de thérapie génique, c'est-à-dire changer par la thérapie, donc la DAPA, etc., l'apport de certaines molécules qui vont permettre la transformation de cellules alpha en cellules bêta, toujours essai clinique. Mais actuellement, ce n'est pas la greffe de pancréas qui va résoudre, c'est le régime et l'insuline. Merci à vous. S'il vous plaît, vous avez parlé de Oui. Mais encore, on dit que sont gardés temporairement. Est-ce que on doit attendre temporairement quand on peut passer les traitements ou c'est en fonction de chaque malade? Là, c'est en fonction de chaque malade. Généralement, lorsque j'ai un patient avec diabète de découverte récente, avec une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 8%, là, je peux démarrer avec les mesures gynédététiques seules, avec activité physique, voir dans les 3 mois comment ça se passe, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas. D'accord? Si j'ai une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 8, je suis en mesure de démarrer à au moins la metformine. D'accord? Si j'ai une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 9, généralement, là, on démarre avec une bithérapie, 9 à 10. Et si j'ai une hémoglobine glyquée supérieure à 10, 11, 12, avec surtout un syndrome polyuropolydipsique, un amaigrissement, là, je suis en mesure de démarrer les mesures, la metformine et éventuellement une insulinothérapie basale. D'accord? Après, la réponse, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui avaient, dans ma pratique, 11, 12, 13% d'hémoglobine glyquée. Au bout de 3 mois, ils sont équilibrés avec seulement la metformine et les mesures gynédététiques. D'autres qui démarrent moins, mais qui sont mal. Généralement, ce sont des gens qui sont mal observants. Mais pour la réponse, c'est ce que je viens de dire, c'est en fonction de chaque cas et en fonction de l'importance du déséquilibre au moment du diagnostic. Je vous remercie. Enfin, Alice a été Merci. très clair. Merci à vous. Alors moi, j'ai entendu parler du GLP-1 par voie orale. Oui. Est-ce que C'est en cours de développement, c'est pratiquement prêt par le laboratoire Novo Nordisk, mais c'est loin d'être commercialisé, même en Europe. Mais c'est de la semaglutide, ils ont déjà le nom commercial, ça s'appelle Revulsus, d'accord, si vous voulez chercher. Mais c'est en cours de développement, il n'est pas encore été mis sur le marché. Non, ce n'est pas sur le marché, non.
Mhm. Donc, le traitement, bien sûr, en fonction du profil, en fonction de... Mais est-ce qu'on arrive aux objectifs? Mhm. Est-ce qu'il faut garder le traitement? Oui, du moment qu'on a atteint l'objectif avec le traitement, il faut le garder parce que la dyslipidémie, c'est quelque chose de chronique. Donc la dyslipidémie, il faut bien sûr quel type de dyslipidémie? Est-ce qu'une hypertriglycéridémie? Est-ce qu'une augmentation du cholestérol? Donc c'est surtout le problème de LDL cholestérol qui nous pose problème, d'accord? Donc chez les patients dyslipidémiques, il y a 30% de l'apport nutritionnel et 70% de la production endogène, d'accord? On aura avec le temps une hyperproduction endogène. Donc ce n'est pas uniquement un problème de régime. D'accord? Et le deuxième lieu, c'est l'objectif thérapeutique. L'objectif de LDL cholestérol chez les sujets diabétiques. Il faut savoir qu'un sujet diabétique, il est d'emblée à haut risque cardiovasculaire, voire à très haut risque cardiovasculaire. Donc même l'objectif qu'on décide, c'est généralement, si on suit les recommandations, c'est de 0,7, voire 0,5 pour certains. Ou au moins de 1. Et ça, c'est difficile de l'atteindre chez les patients qui ont un LDL cholestérol à 1,5 à 1,6. C'est difficile de l'atteindre avec seulement le régime. Donc, généralement, le traitement médicamenteux s'impose. Et comme l'HTA, le diabète, c'est quelque chose qu'on a de le sang. C'est quelque chose que le patient va garder et le traitement, généralement, on le garde. Quelques cas exceptionnels où on a avec une statine faible, parce que les statines sont des classes, on a des taux de LDL cholestérol trop bas, on peut essayer de voir comment ça se passe si on arrête. Mais pour la grande majorité, c'est un traitement qu'on le garde. Je parle de patients qui ont atteint par exemple 0,5 de LDL. 0,5, est-ce que 0,5 c'est l'objectif? Il faut d'abord savoir l'objectif de ce patient, d'accord? Est-ce que s'il arrive à peine à atteindre l'objectif avec la statine, on garde la statine? Avec une petite dose. La dose minimale efficace. La minimale efficace, bien sûr. Avec plaisir.